Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et commentez pour me dire de quelle ville vous m'écoutez. J'ai très envie de savoir si mon histoire vous a plu et de mieux vous connaître. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. Il y a des routes qu'on ne choisit pas. Ce sont les routes qui nous choisissent. Je l'ai appris trop tard, après presque 30 ans à sillonner le cœur de la France avec un Renault Magnum rouge qui avait déjà plus d'histoire que de peinture. 53 ans, des épaules qui n'ont jamais retrouvé leur droiture et un silence dans la poitrine que je confondais avec la paix, mais que cet après-midi étouffant de mars, alors que j'entrais dans l'air de repos de l'A75 aux abords de Mende, je ne parvenais plus à appeler la paix. C'était le genre de silence qui s'installe quand quelqu'un s'en va pour ne plus jamais revenir. La ville était plongée dans cette chaleur moite et pesante que la campagne lozérienne vous jette dessus comme une punition de fin de journée. L'air sentait la poussière de la route, le caoutchouc chaud et l'huile brûlée mélangée à l'haleine de la station-service. Ce mélange que, après tant d'années, j'associe plus à un foyer qu'à toute autre chose. La cabine de mon camion était le seul endroit au monde où je savais ce que je faisais. J'ai coupé le moteur, je suis resté un instant à écouter le camion refroidir, ce tintement métallique qui ressemble à la respiration du véhicule. Et je suis descendu doucement, avec le soin de celui dont le genou droit est partiellement à la retraite. Le café ne pouvait pas attendre, jamais. La station avait cet air de bout du monde que les aires d'autoroute ont quand il n'y a personne. 2 camions dormaient sur les places latérales. Un employé bien trop jeune regardait son téléphone derrière le comptoir. Je suis allé directement au café. J'ai rempli un gobelet à ras-bord. J'ai payé sans un mot. Le café était fort et amer comme je l'aime. Comme mon ex-femme, Isabelle, disait que c'était mauvais pour le cœur, et je répondais que le cœur en avait vu d'autres. Isabelle. J'ai pensé à elle fugitivement, sans raison apparente. Ce n'est pas elle qui est partie. C'est moi qui n'ai jamais été assez présent. 15 ans de mariage qui se sont défaits lentement, comme une pluie fine qui vous trempe avant que vous ne vous en rendiez compte. Et Chloé au milieu de tout ça, ma fille, 27 ans maintenant, qui 6 ans plus tôt m'avait dit au téléphone qu'elle ne voulait plus recevoir mes appels. J'étais resté planté devant ce téléphone un temps que je ne saurais dire. Puis, je suis allé au camion. C'est ce que je sais faire. J'étais adossé au comptoir en train de finir mon café quand je l'ai entendu. Ce n'était pas un cri, c'était pire qu'un cri. C'était ce sanglot qui sort quand la personne a dépassé le stade où l'on crie, quand le corps tout entier est épuisé de résister et que ce qui reste est un son étouffé, presque animal, qu'on reconnaît même sans avoir vécu exactement la même chose. Les toilettes pour femmes se trouvaient dans un couloir latéral, porte en aluminium gris avec une petite plaque en plastique. La fenêtre donnait sur une fente d'aération sur le côté extérieur de la station. Et c'est de là que le son a fuité jusqu'à moi. Je suis resté immobile. J'ai attendu. Je l'ai entendu de nouveau. Ce n'était pas le pleur de quelqu'un qui s'était blessé physiquement. Ça aussi, je l'ai déjà entendu. C'est différent. C'était le pleur de quelqu'un qui a été vaincu, de quelqu'un qui est arrivé au bout d'un combat qu'il n'a pas choisi de mener. Puis j'ai entendu une voix de femme plus âgée frapper à la porte avec les jointures des doigts. Pas fort, mais avec cette fermeté de celle qui a déjà frappé de nombreuses fois, et qui frappera autant qu'il le faudra. Elle a dit, à voix basse et tranchante, que sa fille avait 20 minutes parce que le curé n'attendrait personne. Le curé n'attendrait pas. J'ai regardé le café dans ma main. La vapeur disparaissait. La porte des toilettes s'est ouverte environ 2 minutes plus tard. J'étais de dos, feignant de regarder le menu plastifié et délavé derrière le comptoir, mais je voyais par le reflet de la baie vitrée. La jeune femme qui est sortie, une 20aine d'années tout au plus, avait le visage de quelqu'un qui a passé 1 heure à pleurer et 5 minutes à essayer d'effacer les traces. Le rouge à lèvres appliqué à la hâte ne dissimulait rien. La robe blanche était simple, un peu grande aux épaules. Ses yeux étaient marrons et complètement vides, de la manière dont des yeux vides le deviennent, quand la personne a cessé de cacher sa souffrance. La femme plus âgée est apparue derrière elle.
épaules carrées, expression de celle qui gère une situation difficile avec efficacité. Elle a pris la jeune femme par le bras avec la fermeté d'une décision prise qui se passe de brutalité. Elles se sont dirigées vers la sortie. La jeune femme est passée devant moi. Ça a duré exactement 2 secondes. Mais pendant ces 2 secondes, elle m'a regardé. Pas exprès. C'était un de ces regards involontaires qu'on lance à n'importe qui sur son chemin parce que c'est ce que le corps fait. Et j'ai vu Chloé. Ce n'était pas elle, bien sûr. Une autre personne, une autre histoire, un autre nom que je ne connaissais pas encore. Mais cette expression, ce vide qui n'est pas une absence de sentiments, mais un trop-plein de sentiments sans issue, était la même que j'avais vue sur le visage de ma fille la dernière fois que je l'avais rencontrée en personne. Je n'ai jamais su quoi faire de ce regard quand c'était le sien. Je suis parti. Je suis allé au camion. J'ai roulé. Ça s'est planté en moi comme une écharde. Ça ne fait pas mal tout de suite, mais on sent que c'est là. Les 2 femmes sont sorties. Je suis resté avec mon gobelet de café à la main, sachant que la chose juste à faire était de retourner au Renault et de prendre la route en direction de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas ce qui m'a empêché de le faire. J'ai posé le gobelet sur le comptoir. Je suis sorti. Leur voiture était une berline argentée immatriculée en Lozère. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et quand elles se sont engagées sur la nationale, je les ai suivies. Je n'étais pas pressé, j'ai gardé mes distances. Je ne sais pas nommer ce que je faisais, j'avais seulement la certitude physique, celle qui vient du ventre et non de la tête, que je devais savoir où cette jeune femme allait avec cette robe blanche et ses yeux de fin du monde. La voiture argentée a continué pendant une 20aine de minutes sur la départementale, puis s'est engagée sur une petite route de terre battue. J'ai rétrogradé. J'ai laissé la distance s'agrandir. Un Renault Magnum rouge sur une petite route de campagne ne passe pas inaperçu. Le hameau qui est apparu au détour d'un virage avait la taille d'un soupir. Des maisons basses au crépi clair, un vieux figuier sur la place et au bout de la rue principale, une petite église blanche avec son nom sur une plaque en carreaux de faïence. Notre-Dame du Perpétuel Secours. La voiture argentée s'est garée devant. Il y avait du monde à l'intérieur. Je voyais par les fenêtres les habits du dimanche d'une campagne qui prend les mariages au sérieux. J'ai garé le camion sous un fromager à une centaine de mètres. J'ai coupé le moteur. J'étais en short, chemise à carreaux, casquette en sueur. Rien en moi n'était acceptable dans ce lieu. Je suis descendu quand même. Je suis allé sur le côté de l'église. La fenêtre à persienne était à moitié ouverte à cause de la chaleur, et par la fente, je voyais l'autel décoré de fleurs en plastique blanche et rose, certaines avec les pétales pliés par le temps, gardées dans une armoire en attendant la bonne occasion. Le curé était un homme d'une 60aine d'années, avec l'habitude de celui qui a fait ça des centaines de fois. Devant l'autel, de dos, se tenait un homme que j'apprendrai plus tard à nommer Didier Reynard, 48 ans, épaules larges, dans un costume beige, posture immobile, comme quelqu'un qui signe un contrat et ne voit pas la nécessité de montrer plus d'émotion que nécessaire. Sophie entra dans l'allée centrale au bras de son père, à petits pas de celle qui ne veut pas faire ce qu'elle fait, mais ne voit pas d'autre issue. Elle regardait le sol. Le curé commença. Le moment arriva. Il demanda s'il y avait un empêchement à ce mariage. Le silence dura 3 secondes. 4. Je n'ai rien planifié de ce qui a suivi. J'ai ouvert la porte latérale de l'église. La lumière du dehors est entrée avec moi. 50 têtes se sont tournées. Le curé s'est arrêté au milieu d'une syllabe. J'ai dit, avec la voix que j'utilise quand je dois me faire entendre par-dessus le bruit d'un moteur de camion, qu'il y avait bien un empêchement. Le silence qui a suivi était différent du précédent. C'était le silence de quand on jette une pierre dans un lac calme et que tout le monde regarde les ondes avant de décider quoi faire. Sophie leva les yeux pour la première fois de la journée. Je n'ai pas les mots justes pour décrire ce qui s'est passé dans ce regard. Ce n'était pas de la gratitude. Il était encore trop tôt, et elle n'avait aucune raison de me remercier pour quelque chose dont je ne savais pas si ça allait aider ou empirer. C'était de la reconnaissance.
l'expression de quelqu'un qui se noyait et qui sentit, soudain, le fond. Didier se retourna. Il me regarda avec le calme de celui qui a beaucoup à perdre et qui a appris que montrer sa colère est une faiblesse. La mère de Sophie se leva de sa chaise au premier rang, les dents serrées. Le père resta immobile, regardant le sol, et j'eus l'impression qu'il était soulagé, mais il était trop tôt pour en être sûr. La cérémonie fut interrompue, pas avec des cris, pas avec des scènes, avec cet effondrement silencieux qui est plus définitif que n'importe quel bruit. Didier ajusta sa veste et sortit par la porte principale sans un regard en arrière. Mais le regard qu'il m'a laissé avant de se retourner, celui-là est resté. Celui-là, je l'ai emporté avec moi dans mon camion. J'ai roulé toute la nuit jusqu'à Saint-Étienne, les mains sur le volant et la tête ailleurs. J'ai livré la cargaison, signé le bon, pris un café en regardant les entrepôts se réveiller. Et je pensais à la fille en robe blanche, à son regard quand elle a levé les yeux, et au fait que je ne connaissais pas son nom. Mais quand je suis revenu pour prendre une nouvelle cargaison, j'ai demandé un itinéraire qui passait par Mende. Le dispatcher m'a regardé bizarrement, parce que je ne demande jamais d'itinéraire spécifique. Je n'ai pas expliqué. Il y a des routes qu'on ne choisit pas. Et il y a des gens qui s'accrochent à vous comme une écharde, sans demander la permission, sans prévenir. On se rend compte qu'elle est là seulement quand on essaie de l'enlever et qu'on sent que ça va saigner. Je suis retourné à Mende 3 jours plus tard. Je ne suis pas allé la chercher directement. J'ai pris l'A75 en direction de Montpellier. J'ai fait un détour inutile. Je me suis arrêté à une aire près de Lodève pour un café dont je n'avais pas besoin. Je tournais autour du pot. Le genre de chose que Chloé aurait appelé une fuite si elle me parlait encore. Je suis entré dans le centre de Mende au début de la matinée. La ville s'éveillait à peine, des étals de fruits sur le trottoir, une odeur de pain chaud s'échappant de la boulangerie. Ce rythme de province qui commence doucement. J'ai laissé le camion sur un parking et j'ai continué à pied, de la manière dont on marche quand on fait semblant de ne pas avoir de destination. J'ai atterri dans la rue de la Rovère. Il y a des rues comme ça dans toutes les villes de province, celles qui rassemblent tout, épicerie, pharmacie, cordonnerie. Et au milieu de tout ça, une boulangerie avec un store vert délavé et une plaque écrite à la main. Boulangerie Martine. Par la vitrine, je voyais le comptoir en inox brillant et une femme plus jeune en tablier qui arrangeait les plateaux avec le mouvement de celle qui fait ça depuis assez longtemps pour ne plus avoir besoin de réfléchir. Je suis entré. La femme derrière le comptoir avait les cheveux attachés avec la négligence de quelqu'un qui s'est levé tôt. Des yeux marrons, une expression neutre, ses mains continuaient ce qu'elle faisait pendant que ses yeux évaluaient qui venait d'entrer. Elle avait 22 ans, je l'ai su plus tard. Sur le moment, elle paraissait plus vieille, pas sur le visage, mais dans sa posture, cette manière d'occuper l'espace de celle qui a appris à ses dépens que personne ne tiendra le sol pour vous. « Bonjour », dis-je, un café et un croissant. Elle a servi sans un mot. J'ai posé l'argent sur le comptoir. J'ai pris le plateau et je suis allé m'asseoir à l'une des petites tables en formica près de la fenêtre. Le café était bon, fort juste comme il faut, sans cette acidité de café qui a attendu. Le croissant avait la texture de ceux qui sont faits sur place, pas décongelés. Des petits détails qui en disent long sur un endroit. Elle m'a regardé 2 fois pendant que je mangeais. Pas comme quelqu'un qui reconnaît, comme quelqu'un qui essaie de situer un visage. La 3e fois, j'ai dit, sans lever les yeux de mon café, « J'étais à l'église. » Silence. Puis, « Je sais qui vous êtes. » Sa voix était basse et sèche, sans hostilité, mais sans ouverture non plus. Le genre de voix de quelqu'un qui a dû apprendre à traiter les inconnus avec prudence, parce qu'un inconnu n'est pas toujours innocent. « Je ne suis pas venu pour expliquer quoi que ce soit, dis-je. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. » Elle m'a regardé un moment qui a duré plus longtemps qu'une conversation de comptoir habituelle. Puis elle a dit « Vous avez détruit le seul accord qui maintenait la dette de mon père en suspens. » Je n'ai pas répondu. Une vérité qui ne résout rien n'a pas besoin d'être dite juste pour que celui qui parle se sente mieux. « Elle est de combien, la dette ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a pris un torchon et a recommencé à nettoyer le comptoir.
J'ai compris que la conversation était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Je suis parti sans finir mon café. Pas par manque d'envie, parce que rester plus longtemps m'a semblé une sorte de pression que je n'avais pas le droit d'exercer, mais je suis revenu le lendemain et le jour d'après. Pas toujours pour parler, parfois juste pour prendre un café et repartir. C'est Martine, la patronne de la boulangerie, Martine Dubois, 61 ans, cheveux blancs coupés courts, des yeux qui semblaient tout compter sans en avoir l'air, qui m'a dit son nom le 3e jour, pendant que la jeune femme était en cuisine. Sophie, dit-elle simplement comme quelqu'un qui offre une information sans jugement. Sophie Fournier. Elle dort à l'arrière depuis qu'elle a quitté la maison de ses parents. Je n'ai rien demandé de plus. Martine, non plus, n'a rien dit de plus. Parfois, les gens se comprennent comme ça. Un nom suffit pour l'instant. C'est la 2e semaine que Sophie s'est assise à ma table pour la première fois. Pas parce qu'elle voulait discuter. La seule table libre était la mienne. Et elle avait besoin d'un endroit pour compter la monnaie. Elle s'est assise, a ouvert une enveloppe, a commencé à empiler les pièces. J'ai bu mon café en silence. Au bout d'un moment, elle a dit, sans me regarder, « Comment saviez-vous que je ne voulais pas me marier ?»« Je ne le savais pas, » ai-je répondu. « J'ai vu votre visage. » Elle est restée silencieuse. Ses mains ont continué à empiler les pièces. « Tout le monde voyait mon visage, » dit-elle. « Personne n'a rien fait. » Cette phrase est restée coincée en moi comme le regard de l'Église. Ce n'est pas une accusation. C'est l'étonnement pur de celle qui a digéré la douleur et dont il ne reste que la clarté. « Didier, dis-je avec précaution, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Elle me regarda pour la première fois ce matin-là. Un regard direct, évaluateur. « Il va mettre la pression sur mon père d'autre manière. Ça a déjà commencé. Il lui a coupé l'accès au pâturage loué. Il a sali le nom de mon père auprès de 2 commerçants. Pause. C'est un homme qui n'aime pas perdre la face. Il se réorganise. Et votre père ? Mon père pense que j'ai eu tort. Ma mère en est certaine. Elle ferma l'enveloppe avec la monnaie. Vous posez beaucoup de questions. Je parle peu. Je pose des questions en proportion. Elle a presque souri. Ce n'était pas encore un sourire. C'était cette légère contraction au coin de la bouche qui arrive quand on trouve quelque chose d'amusant, mais qu'on ne fait pas encore assez confiance pour le laisser paraître. J'ai payé mon café et je suis parti. J'ai fait 2 longs trajets les jours suivants. Lyon, Clermont-Ferrand, une cargaison de retour vers Bordeaux qui m'a fait dormir sur une aire de l'A89 en écoutant la nuit de la campagne, les grillons, le vent, le ronflement lointain d'un autre camion. Allongé sur la couchette de la cabine, je pensais à la façon dont il est possible de passer 30 ans dans la même routine et de ne réaliser qu'on dormait que lorsque quelque chose vous secoue. Sophie m'avait secoué. Pas de la manière dont les gens l'imaginent quand ils entendent ça. C'était la reconnaissance qu'il y avait une situation que j'avais contribué à créer, même sans le vouloir, et que partir simplement serait répéter la plus vieille erreur que j'avais en moi. J'ai appelé Chloé cette nuit-là. De l'air de repos, le moteur éteint et les cigales faisant du bruit dehors. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message. J'ai dit que c'était moi, qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'elle n'avait pas besoin de rappeler si elle ne voulait pas, que je voulais juste qu'elle sache que je pensais à elle. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone un moment. Puis, je l'ai rangé dans la boîte à gants et j'ai dormi. Quand je suis retourné à Mende, 2 semaines plus tard, Sophie était assise sur le banc devant la boulangerie à l'heure du déjeuner, un carnet sur les genoux et un stylo à la main, le visage penché sur le papier, avec cette concentration de quelqu'un qui fait des comptes ou écrit quelque chose d'important. Je me suis assis à côté sur l'autre banc. Elle n'a pas levé les yeux. « Vous êtes revenu, dit-elle. » Je suis revenu. « Pourquoi ?» J'ai mis une seconde à répondre, pas parce que je ne connaissais pas la réponse, parce que je voulais dire la bonne. Parce que je suis parti quand je n'aurais pas dû, une fois dans ma vie. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Elle est restée silencieuse. Elle a fermé le carnet avec soin, comme quelqu'un qui range quelque chose qui n'est pas destiné à tout le monde. Elle a regardé la rue.
Le soleil du début d'après-midi frappait les trottoirs avec cette brutalité douce de la province. « La dette de mon père est de 14 000 €, dit-elle soudain d'un ton qui ne demandait rien, qui informait seulement. Avec des intérêts officieux que Didier calcule comme ça l'arrange. Ça pourrait monter à 20 000. Je n'ai pas répondu. J'ai calculé en silence. Le forfait journalier d'un routier indépendant en déduisant le carburant, l'assurance, l'entretien. Combien de temps il faudrait pour rassembler ça sans trop se serrer la ceinture? Je ne demande rien, dit-elle, comme si elle avait lu mon silence. Je sais. Je vous le dis juste parce que vous avez demandé l'autre fois. Je sais, ai-je répété. Nous sommes restés tous les deux en silence un moment. Un enfant est passé à vélo. Un chien sur le seuil d'une porte a levé la tête puis l'a reposée. La radio, à l'intérieur de la boulangerie, jouait une vieille chanson française qui me ramenait, par l'odeur et le son, à un après-midi d'enfance sans nom. « Vous avez des enfants » demanda-t-elle soudain. « Oui, une fille, 27 ans. »« Vous vous parlez ?»« Pas beaucoup. » Pause. « C'est de ma faute. » Elle a hoché la tête, sans compassion excessive, sans conseil. Juste la reconnaissance que c'était réel et qu'elle n'allait pas faire semblant que ça ne l'était pas. « Mon père m'a donné à Didier comme on donne une bête d'élevage, » dit-elle, avec la voix de quelqu'un qui a tout pleuré et dont il ne reste que la clarté. Pas par méchanceté, par désespoir, mais ça fait aussi mal. Je n'ai pas dit que je comprenais, mais je savais ce que c'est que de prendre une mauvaise décision sous la pression et d'appeler ça une nécessité. « Vous allez rester à la boulangerie ?» ai-je demandé. « Pour l'instant. Martine est une bonne personne. Elle ne pose pas de questions. Une bonne qualité chez une personne. » Elle m'a regardé en coin avec cette expression de celle qui réévalue une opinion encore en formation. « Vous êtes étrange, dit-elle. On me l'a déjà dit. Ce n'est pas un compliment. Je ne l'ai pas pris comme un compliment. Cette fois, elle a souri pour de vrai. Un sourire petit, rapide, presque à contre-cœur, mais réel. Le genre de sourire qu'on a quand on est surpris par sa propre légèreté à un moment où on ne s'y attendait pas. Je suis entré dans la boulangerie, j'ai commandé 2 cafés, j'ai payé et je suis revenu avec les 2 gobelets. J'en ai posé un devant elle sans cérémonie. Elle a regardé le gobelet, puis moi. « Merci, dit-elle. Je savais que ce n'était pas pour l'église. C'était pour ça. Le simple café, le geste sans chichi, la présence qui n'exigeait rien en retour. Nous avons bu notre café en regardant la rue de la Rovère se réveiller du déjeuner. Nous n'avons rien dit d'important de plus. Ce n'était pas nécessaire. Quelque chose s'installait entre nous, pas encore de l'amitié, pas une confiance totale, mais quelque chose qui précède les deux et qui n'a pas de nom exact. Quand je suis parti, j'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vu debout sur le trottoir, son carnet sous le bras, regardant le camion démarrer. Elle n'a pas fait de signe, moi non plus. Mais il y avait quelque chose de différent dans le poids de cette route du retour. Quelque chose qui n'était pas la paix, mais qui ressemblait à sa possibilité. Didier n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Ce n'était pas nécessaire. Dans les semaines qui ont suivi, il a agi comme un homme de pouvoir le fait quand il ne veut pas avoir l'air d'agir. Lentement, par des canaux détournés. Gérard Fournier a perdu l'accès au pâturage loué un dimanche, avec un mot remis par un employé de la ferme disant que l'accord était terminé. Il n'y avait pas de contrat écrit, il n'y en a jamais eu, car dans la France profonde, beaucoup de choses fonctionnent sur la base de la parole, et la parole de Didier Reynard valait plus que du papier. Je l'ai appris par bribes un mercredi matin où je suis arrivé plus tôt et où Sophie n'était pas encore là. Martine m'a raconté avec cette objectivité de celle qui ne confond pas le récit avec le drame. Le père de Sophie avait perdu 2 clients réguliers parce que Didier avait dit, à qui de droit, que Gérard était un homme sans parole. Le nom de Sophie était murmuré par certaines femmes de la ville d'une manière qui n'était pas un compliment. « Et elle le sait ?» ai-je demandé. « Elle sait tout » a dit Martine. « Elle est intelligente. Peut-être trop intelligente pour son propre bien. J'ai réfléchi à ça en attendant.
Martine n'avait pas dit ça comme une critique, mais comme quelqu'un qui reconnaît chez une autre une qualité qui lui a déjà coûté cher dans sa propre vie. Sophie est arrivée à 7h20, le visage portant cette expression de celle qui a digéré beaucoup de choses avant de quitter la maison. Elle a vu que j'étais là, n'a rien dit, a ouvert la boulangerie, est entrée. Elle a commencé le travail du matin sans parler. Allumer le four, vérifier les plateaux, organiser la caisse. Je suis resté assis avec mon café, attendant sans la presser. Sophie avait besoin d'un temps de mouvement avant de trouver les mots. Je reconnaissais ça. Je n'ai jamais été du genre à parler avant d'avoir fait quelque chose avec mes mains. Après une vingtaine de minutes, elle est venue s'asseoir de l'autre côté de la table. Sans café, juste les mains à plat sur la surface en formica, regardant le plateau de la table. « Mon père est venu à la boulangerie hier soir, dit-elle. J'ai attendu. Pas pour s'excuser, pour me dire que je devais régler ce que j'avais créé. Pause courte, ce sont ces mots, ce que j'avais créé. Je n'ai rien dit. Il y avait un nœud dans la gorge qui n'était pas à moi de défaire. Ma mère est restée à la porte de la pièce tout le temps. Elle n'est pas entrée, mais elle est restée là, vous savez, de la manière dont on reste quand on veut entendre, mais qu'on ne veut pas être vu en train d'écouter. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je n'allais épouser aucun homme pour payer la dette d'un autre. Que s'il voulait régler la dette, il devrait le faire lui-même, comme un adulte. Elle s'est arrêtée. Il est parti sans rien dire de plus. Ma mère a fermé la porte de la pièce sans me regarder. Je la regardais. Elle regardait le plateau de la table. « Comment allez-vous » ai-je demandé. « Je suis entière » dit-elle. Et il y avait quelque chose dans ce « entière » qui était différent de « bien ». C'était plus honnête, plus précis. La reconnaissance qu'être entière ne signifie pas sans douleur, mais que toutes les parties sont encore en place, même si certaines font mal. Je suis parti ce jour-là sans rien résoudre, parce qu'il n'y avait rien que je puisse résoudre. Mais la semaine suivante, j'ai commencé à faire une petite chose que je n'ai dite à personne. J'ai commencé à mettre de côté une partie de mes indemnités journalières dans un carnet que j'ai acheté dans une papeterie du centre de Clermont-Ferrand. Un de ces carnets à couverture rigide qui durent des années. J'ai arrêté la cigarette, simplement cessé d'acheter le paquet. J'ai arrêté de dîner au restaurant lors des longues haltes. Je me suis mis à manger ce que j'apportais ou ce que j'achetais dans les supérettes de bord de route. Brive-la-Gaillarde, Tulle. J'ai traversé tout ça les yeux sur la route et la tête à faire des comptes. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais de l'argent. Je connaissais la dette de 14 000 qui pouvait devenir 20 000. Et une jeune femme qui ne devait rien à personne et qui dormait à l'arrière d'une boulangerie parce qu'elle avait été mise au milieu d'un compte qui n'était pas le sien. Chloé a appelé un jeudi après-midi, alors que j'étais arrêté sur un parking près de Limoges en attendant un bon de livraison. Le téléphone a vibré sur le siège passager et j'ai regardé le numéro avant de répondre comme si je devais me préparer. Papa, une seule syllabe. Mais c'était sa voix. Cette voix que j'entendais depuis qu'elle était petite et qui ressemblait de plus en plus à celle d'Isabelle avec le temps, cette diction directe, sans détour. Chloé. Silence de quelques secondes. Pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, le silence de quelqu'un qui décide de ce qu'il va dire. « J'ai eu ton message, dit-elle. J'ai mis du temps à appeler parce que je devais réfléchir. C'est pas grave. Tu peux prendre ton temps. Tu vas bien? Ça va, je travaille. Toujours en train de travailler. Il n'y avait pas de rancune déclarée dans la phrase. Juste la constatation d'un fait que nous savions tous les deux être vrai et qui, pour cette raison, n'avait pas besoin d'ornement. J'essaie de faire différemment, dis-je. Et j'ai senti que c'était vrai d'une manière qui ne l'avait pas été la dernière fois que j'avais dit quelque chose de semblable des années auparavant. Différemment comment? J'ai raconté, pas tout, pas avec des détails qu'elle n'avait pas demandés, mais j'ai raconté ce qui s'était passé à l'église, qui était Sophie, ce que mon implication avait créé, ce que j'essayais de ne pas répéter de moi-même. J'ai parlé pendant une dizaine de minutes sans m'arrêter, ce qui pour moi est le temps d'un discours de fin d'études. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini,
Elle est restée silencieuse un moment. « Tu as ouvert la porte d'une église pour une inconnue, dit-elle lentement, sans rien savoir. C'est ça. Pourquoi? J'ai mis un peu de temps à répondre, parce qu'elle avait un regard que j'avais déjà vu. Et la dernière fois que je l'ai vue, je suis parti. Un autre silence, plus long. D'accord, dit-elle finalement. Appelle-moi de temps en temps. J'ai raccroché, et je suis resté assis sur le siège un temps que je ne saurais dire. Le parking sentait le diesel chaud et la terre sèche. Une aigrette blanche s'était posée sur le mur du fond, immobile, attendant quelque chose sans hâte. J'ai rangé le téléphone, j'ai démarré le moteur. Il y avait 2 fils qui se renouaient, des choses que j'avais laissées tomber qui revenaient doucement, avec la fragilité de ce qui se brise à nouveau si on tire trop fort. La plus grosse crise avec Gérard est arrivée un samedi. Je l'ai su par un message de Martine. Elle avait mon numéro depuis que je lui avais demandé de me prévenir si quelque chose changeait avec Sophie, et Martine était du genre à ne pas promettre ce qu'elle ne tiendrait pas. Le message disait simplement « Sophie est partie. Je ne sais pas où. J'étais sur l'As au 71, près de Bourges. Impossible de faire demi-tour avec le chargement. J'ai livré à Paris dans les délais, j'ai dormi 3 heures sur une aire de repos, et je suis revenu vers Mende le lendemain matin, avec la tête à moitié sur la route et à moitié nulle part. J'ai trouvé Martine qui ouvrait la boulangerie. Elle m'a raconté avec la même objectivité que d'habitude. Gérard était venu le vendredi après-midi et avait signé un document cédant une partie du terrain familial à Didier sans prévenir sa fille. Sophie l'a découvert par sa mère, qui a appelé après le départ de Gérard dans un de ces appels que les mères passent quand elles ont besoin d'être des témoins mais pas des responsables. La dispute fut courte et définitive. Sophie a pris son sac à dos et est partie. « Vous savez où elle est allée ?» ai-je demandé. Elle n'a pas dit, mais je la connais. Martine m'a regardé avec les yeux de celle qui a calculé avant de parler. Place de la cathédrale. C'est là qu'elle va quand elle veut être au milieu du bruit sans avoir à parler à personne. J'y suis allé. Il était encore tôt. Le soleil du matin frappait de biais les pavés. Les étals du marché dominical s'installaient sur le trottoir. Elle était sur un banc en ciment sous un arbre qui avait laissé tomber des fleurs sur le sol en pierre. Elle regardait les fleurs. Je me suis assis à côté. Je n'ai rien dit. Elle n'a rien dit. Pendant un temps qui ne se mesurait pas, nous sommes restés tous les deux à regarder la place de Mende se réveiller un dimanche ensoleillé. Les enfants ont commencé à apparaître, les chiens, l'odeur de jus de pomme du stand du coin. Puis elle a dit, presque sans voix, « Il a cédé le seul lopin de terre qui appartenait à la famille depuis 4 générations, pour une dette qu'il a lui-même créée, de la manière dont il l'a lui-même créée. » J'ai écouté. « Je ne suis pas en colère, dit-elle. J'ai cette fatigue qui est pire que la colère, qui n'a nulle part où aller. Je sais, dis-je, c'était vrai. Je connaissais cette fatigue. C'était la fatigue de celui qui ne parvient plus à s'indigner parce que l'indignation a besoin d'espoir comme carburant et que l'espoir était au plus bas. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a levé les yeux des fleurs sur le sol et a regardé droit devant, vers la ville qu'elle connaissait depuis l'enfance et qui, d'une certaine manière, était devenue trop petite pour contenir la taille de ce qu'elle ressentait. « Je vais demander à Martine de m'enregistrer comme associée, dit-elle, avec des papiers et un contrat. Quelque chose que personne ne pourra céder pour moi sans ma signature. » Je l'ai regardée. « C'est la décision la plus courageuse que j'ai entendue depuis longtemps, dis-je. » Elle n'a pas répondu. Elle est restée à regarder les fleurs un instant de plus, comme quelqu'un qui dit au revoir à quelque chose et reconnaît qu'il était temps. Le soleil est monté, la place s'est remplie, et nous sommes restés assis tous les deux, sans hâte, sans plan, avec l'étrange légèreté de ceux qui ont beaucoup perdu et découvert qu'ils sont encore debout. L'association a été enregistrée un mardi matin, chez un notaire de la rue d'Aiguepasse, avec 2 témoins que Martine connaissait depuis des décennies et un comptable qu'elle avait recommandé. Sophie a signé les papiers avec cette concentration de celle qui fait quelque chose pour la première fois, mais ne veut pas que ça se voie.
Je n'étais pas là. Je l'ai su par Martine, qui m'a envoyé un SMS simple « C'est fait ». Je suis resté à regarder ces deux mots sur l'écran du téléphone un moment. J'étais arrêté sur une aire de Lavin, entre Montauban et Cahors, avec la campagne du Quercy s'étendant des deux côtés de la route, dans un silence que seule la province sait faire. Ce silence qui n'est pas une absence de son, mais la présence d'un son si constant que l'oreille cesse de l'enregistrer. Des grillons, le vent, le moteur d'un autre camion passant au loin. J'ai rangé le téléphone, j'ai regardé l'horizon. Il y avait quelque chose de résolu à ce moment-là que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas du bonheur. Cela ressemblait plus à la sensation que l'on a quand on desserre un nœud qui était trop serré depuis trop longtemps et que le nœud finit par céder. Didier Reynard est apparu à la boulangerie un vendredi après-midi, 3 semaines après l'enregistrement. Je n'étais pas là. Je l'ai su par les détails que Martine m'a racontés plus tard, avec cette précision de celle qui a enregistré chaque mot, non par habitude, mais par nécessité, parce qu'elle avait appris des décennies plus tôt que la parole d'un homme puissant disparaît quand ça l'arrange, et que la sienne n'avait jamais convaincu personne seul. Il est entré sans y être invité et resté debout, au milieu de la salle, avec cette posture de celui qui a acheté l'endroit avant d'entrer. Il y avait 3 clients qui prenaient leur café. Il n'a pas baissé la voix. Il a dit, d'un ton plat et délibéré, que Sophie Fournier était une femme qui n'honorait pas ses engagements, qui avait fait honte à son père, et qui prétendait maintenant être une femme d'affaires, avec l'argent d'un autre, parce qu'elle n'était pas capable de subvenir à ses propres besoins. Sophie n'a pas répondu. Elle est restée derrière le comptoir, les mains à plat sur l'inox, les yeux fixés sur lui, et n'a pas dit un mot. Martine était en cuisine, elle a tout entendu. Elle a sorti le téléphone de la poche de son tablier et a enregistré sans qu'il s'en aperçoive. Non pas comme un piège, mais parce qu'elle avait appris que la vérité a besoin de témoins quand un côté a plus de poids que l'autre. Quand Didier est parti, les 3 clients sont restés silencieux un moment. Puis l'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années qui venait tous les vendredis prendre son café avant le travail, a dit, sans regarder personne en particulier, « Quel homme sans classe !» L'audio m'est parvenu le soir même dans un message de Martine. Je l'ai écouté 2 fois, arrêté sur le bas-côté près du Zerche, le moteur éteint et l'obscurité de la campagne à l'extérieur. La voix de Didier était contrôlée, sans cri, avec cette violence froide de celui qui n'a jamais besoin d'élever la voix pour blesser. Il y avait quelque chose qui clochait dans son calcul. Martine, qui connaissait cette ville mieux que lui, et le téléphone dans la poche de son tablier. L'audio a circulé parmi les commerçants de la rue de la Rovère avant la fin du samedi suivant. Je n'ai pas demandé de détails. Ce n'était pas mes affaires. Didier a passé le lundi suivant à recevoir des appels de personnes qu'il n'attendait pas. Il n'y a pas eu de confrontation publique, pas de scandale déclaré. Il y a eu cette perception silencieuse qui parcourt la province quand un homme qui se vendait comme raisonnable est surpris en train d'être le contraire. Une réévaluation qui n'a pas besoin de discours, juste de temps. La dette de Gérard a été renégociée la semaine suivante. Le comptable s'est impliqué comme intermédiaire à la demande de Martine. Didier a préféré reculer plutôt que de devenir un sujet de conversation permanent. Le terrain familial est resté intact. La dette a été remboursée en plusieurs fois, des mensualités que Gérard pouvait honorer sans intérêts officieux, sans conditions attachées. Sophie m'a raconté tout ça un dimanche matin sur le trottoir devant la boulangerie, le soleil encore bas et la rue presque vide. Elle a raconté sans euphorie, avec la sérénité de celle qui est arrivée de l'autre côté, pas indemne, mais debout. « Vous saviez que ça allait marcher ?» m'a-t-elle demandé. « Non, ai-je répondu. Je savais que Martine était maligne. Pour le reste, j'ai espéré. » Elle a presque souri. « Mon père n'a pas encore appelé, dit-elle. Ma mère a envoyé un message pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Premier contact en des semaines. Qu'est-ce que vous avez répondu? Que je n'avais besoin de rien, mais qu'elle pouvait appeler quand elle voulait. Je la regardais.
Il y avait une maturité là-dedans qui n'était pas de la dureté, c'était de la nuance. La capacité de laisser la porte ouverte, sans obliger personne à entrer et sans prétendre que la porte n'avait jamais été fermée à son nez. « Vous êtes plus entière que n'importe qui que je connaisse, dis-je. C'est Martine qui m'a appris, dit-elle simplement. Et il y avait de la gratitude là-dedans, mais aussi l'honnêteté de celle qui reconnaît d'où viennent les bonnes choses qui sont arrivées. Je suis parti cet après-midi-là en pensant à Chloé, d'une manière plus nette. Elle avait appelé la semaine précédente, une courte conversation sur rien de précis, le genre qui n'arrive que quand les gens essaient de se souvenir comment se parler avant d'essayer de le faire pour de vrai. Elle avait demandé où j'étais et avait dit, après une seconde, « Tu retournes souvent là-bas ». Ce n'était pas une question, c'était une observation. Je n'ai pas nié. « Il y a quelqu'un là-bas que je pense que tu aimerais bien connaître, dis-je. » Cette personne a un nom ? Sophie. Et il y a une femme qui s'appelle Martine qui fait le meilleur café de toute la Lozère. Chloé est restée silencieuse un moment que je n'ai pas su interpréter. Un jour, dit-elle, et j'ai raccroché sans savoir si c'était une promesse ou juste une possibilité, mais je l'ai gardée quand même parce qu'une possibilité, c'était déjà plus que ce que j'avais eu en 6 ans. Ce jour est arrivé un vendredi, sans préavis. J'étais sur le trottoir de la boulangerie avec Sophie quand la voiture s'est garée dans la rue de la Rovère. J'ai reconnu le modèle. C'était le même que conduisait Isabelle quand nous partagions encore les week-ends à Clermont-Ferrand, des années avant que tout ne parte en vrille. Ce n'était pas la même voiture, mais l'instinct m'a préparé avant que je ne sache ce qui se passait. Chloé est descendue, 27 ans, les cheveux de sa mère, les yeux de son père. Elle est restée immobile 1 seconde, avec l'expression de quelqu'un qui vérifie si l'image qu'elle s'est construite dans la tête correspond à ce qu'elle a en face d'elle. Je me suis levé. Nous ne nous sommes pas enlacés immédiatement. C'était le genre de retrouvailles qui a besoin d'une seconde de reconnaissance, avant. Cet instant où 2 personnes qui se sont perdues de vue confirment qu'elles sont toujours ce qu'elles étaient l'une pour l'autre, même si elles ont changé. « Papa », dit-elle. « Chloé ». Elle a regardé Sophie. Sophie l'a regardée. Martine est apparue à la porte de la boulangerie avec un torchon à la main et l'expression de celle qui attendait ça depuis plus longtemps que n'importe qui d'entre nous. Il n'y a pas eu de présentation formelle. Il y a eu Martine qui a dit qu'elle allait faire du café, et tout le monde a compris qu'il était temps d'entrer. Nous nous sommes assis tous les 4 à la table la plus reculée de la boulangerie, avec la radio qui jouait doucement et l'odeur du pain mélangée à celle du café. Chloé a posé des questions, pas à moi, à Sophie, avec cette curiosité directe qu'elle a héritée de sa mère. Sophie a répondu de la même manière, avec l'humour sec que je connaissais déjà et qui faisait sourire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Je me suis tu. J'ai pensé à combien de versions de moi-même avaient dû échouer pour que ce moment, à cette table en formica, soit possible. Martine a apporté les cafés sans qu'on l'appelle. Elle a posé 4 gobelets sur la table et retourné en cuisine, et je l'ai entendue fredonner quelque chose que je n'ai pas identifié, mais qui ressemblait à de la satisfaction. « Tu es parti souvent », a dit Chloé en regardant son café. Il n'y avait pas d'accusation. C'était plus adulte, plus las de la rancune, la constatation d'un fait que nous connaissions tous les deux. Oui, dis-je, et j'ai eu tort. Elle est restée silencieuse. Mais tu es revenu cette fois, a-t-elle dit ensuite. Tu es resté. Je suis resté. Elle m'a regardé. Ses yeux qui étaient les miens et ceux de sa mère à la fois, que je voyais depuis le jour de sa naissance et que j'avais choisi de ne pas voir de près pendant trop longtemps. D'accord, dit-elle. Les mêmes mots qu'elle avait dits au téléphone, avec un poids complètement différent maintenant que je pouvais voir son visage. Sophie m'a regardé en coin avec l'expression de celle qui reconnaît le moment sans avoir fait partie de l'histoire qui l'a rendu possible. Nous sommes sortis de la boulangerie en fin d'après-midi, la rue de la Rovère dans l'effervescence du crépuscule, les gens rentrant du travail, les enfants sur le trottoir,
Une odeur de friture mélangée à l'air chaud de l'asphalte. Chloé est restée sur le trottoir à regarder la rue comme quelqu'un qui mémorise l'image. Puis elle s'est tournée vers moi. « Je dois repartir demain matin, dit-elle. »« D'accord. Mais je reviendrai. Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était la promesse que l'on fait quand on comprend que la distance a été un choix, et qu'un choix peut être défait si les deux côtés le veulent. » Je suis allé dormir dans le camion cette nuit-là, sur le parking habituel, la fenêtre entr'ouverte et le bruit de Mende entrant doucement. Un chien au loin, une radio voisine, le vent dans les feuilles d'un arbre dont je n'ai jamais su le nom. Je suis resté à regarder le plafond métallique, les mains croisées sur la poitrine, en pensant que la vie ne change pas d'un coup, elle change par fines tranches, et quand on s'arrête pour regarder en arrière, on se rend compte que leur somme est un abîme de différence. La route était toujours là, dehors. Elle le serait toujours. C'était ce que je savais faire. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce savoir. Ce n'était plus le poids de celui qui roule pour ne pas s'arrêter complètement. C'était le poids de celui qui roule parce qu'il a un endroit où revenir. J'ai fermé les yeux. J'ai écouté le vent. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi sans rêver à quoi que ce soit qui devait être résolu. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets de vous apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et merci beaucoup.